Bienvenue à tous les curieux. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait comme boulette pour échouer ici? Pour toute entreprise, il faut un directeur et pour tout bateau, un capitaine, afin de coordonner les efforts de chacun et que le travail de certains ne vienne pas contredire ou empiéter sur celui des autres. J'avais envie de travailler avec vous. J'ai beaucoup entendu parler de C'est vous. vrai ça? J'avais plutôt l'impression que vous étiez là pour m'espionner. Sur un plateau de cinéma par exemple, c'est aujourd'hui le réalisateur qui veille au grain et s'assure que tout le monde va dans le même sens. Coupé. On va la refaire en changeant d'objectif. Attention, moteur! Pour une série, le cas est plus épineux car il s'agit d'une certaine façon d'une succession de courts-métrages s'étalant tout au long d'une année et même sur plusieurs années avec de nombreux réalisateurs. Pourtant, les épisodes doivent rester cohérents entre eux, notamment en termes d'écriture, semaine après semaine et même année après année. Et pour cela, une ou deux, voire trois personnes sont désignées et leur rôle est capital pour la bonne tenue d'une série. Vous avez une théorie? J'ai beaucoup de théories. Malheureusement, c'est un rôle très ingrat et peu de gens le connaissent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous fais découvrir les showrunners. Le terme showrunner est apparu dans la presse, et plus particulièrement dans le magazine américain Variety en 1992 pour désigner ce métier qui consiste en la gestion, principalement artistique, de la production d'une série, et notamment l'organisation des épisodes, mais aussi ce que veut raconter exactement la série à chaque saison, sa finalité, ainsi que le chemin pour y parvenir, le type de scénariste qui écrira tous les segments, et le reste de l'équipe artistique, comme les réalisateurs, les directeurs de la photographie, et même les acteurs principaux. C'est une lourde responsabilité. Son rôle est très vaste et sa fonction très vague. Cependant, elle est comparable à celle d'un chef d'orchestre ou un capitaine de bateau. Toute série a absolument besoin d'un showrunner et cette dernière porte indéniablement sa patte car c'est lui qui préside aux destinées de celle-ci. Si elle est réussie, les spectateurs le doivent principalement au showrunner qui a su prendre les bonnes décisions et bien s'entourer pour déléguer les tâches qu'il ne peut accomplir seul. Une série est l'enfant d'un showrunner bien plus que de n'importe qui d'autre. Parfois, un créateur a l'idée d'une série et écrit même le pilote mais se concentre très vite sur d'autres projets. Un scénariste expérimenté qui travaille déjà sur la série est alors désigné comme showrunner et le succès éventuel de ce produit télévisuel repose bien plus sur ce dernier que sur le créateur qui n'a posé que la première pierre de l'édifice sans forcément fournir les plans au reste de l'équipe. La situation peut s'avérer très problématique pour une série si le showrunner s'en va de lui-même ou est remercié avant la fin de la série. Le changement de cap est alors inévitable et les téléspectateurs qui suivent une série principalement parce qu'ils aiment retrouver un certain univers poursuivent rarement la vision après ce genre de décision, même si des exceptions existent. Cette fonction est d'abord et avant tout américaine, mais pas seulement, car aux côtés de monuments d'outre-Atlantique comme Steven Bochco et Dave Filoni, la France compte par exemple Alexandre Astier et Fanny Herrero, respectivement showrunners de Kaamelott et 10%. Interprète! Interprète. Interprète! Interprète. Warrior. Au générique, le crédit showrunner n'existe pas et ces derniers sont désignés la plupart du temps comme producteurs exécutifs ou plus rarement comme producteurs délégués. L'idéal pour qu'une série soit la plus cohérente possible et respecte la vision d'un seul homme ainsi que le cap donné par lui jusqu'à sa dernière saison, c'est lorsque celui qui a eu l'idée de la série en écrive également le pilote, qu'il soit son showrunner et qu'il le reste jusqu'à la fin. Cependant, cela ne garantit pas le succès ni l'excellence d'une série tout du long et ne met nullement à l'abri d'une baisse de qualité ni d'audience. Ce sont en général d'autres facteurs et d'autres paramètres qui entrent en jeu pour ce genre d'événement. À Hollywood, tous ces cas de figure sont représentés par un homme, entre autres, qui a connu un immense succès largement mérité, mais aussi une baisse de qualité, un comeback en demi-teinte, le semi-échec ainsi que l'annulation après seulement 9 épisodes, et même la diffusion en catimini d'un seul épisode pilote. Cette année, il n'aura pas atteint son quota. Bref, ce créateur, producteur, scénariste et réalisateur a été confronté à tous les cas de figure, qu'il ait été showrunner durant 11 saisons, qu'il ait laissé son bébé entre d'autres mains avant d'en reprendre les rênes, ou qu'il ait laissé le showrunning à ses fidèles lieutenants. Je ne suis pas comme vous. Non. Tout ce que vous voulez, c'est en faire partie. Cet homme n'est autre que Chris Carter, et vous connaissez forcément son nom si vous avez suivi et apprécié la série X-Files, entre autres. Son parcours à Hollywood est à la fois atypique, symbolique et malheureusement caractéristique. C'est à la fois un archétype et une exception, et cela fait de lui un showrunner hors norme autant qu'un exemple à connaître et à suivre pour toute personne s'intéressant au rôle d'un showrunner dans la production d'une série. Être parmi les commandants quand le processus commencera.
Chris Carter est entré dans le monde des séries par la petite porte et n'a dû son succès qu'à un travail acharné, une volonté farouche d'imposer ses envies sans concession, des choix particulièrement judicieux et un indéniable sixième sens le poussant à savoir capter l'air du temps avec précision, du moins à ses débuts. Ce Californien pur sucre, dont les principales passions étaient le baseball et le surf, écrivait des articles dans le magazine spécialisé Surfing Magazine, quand il se maria à la scénariste Dory Pearson. Grâce aux connexions de sa femme, il se fit engager comme scénariste chez Disney, puis écrit plusieurs pilotes pour NBC qui ne seront jamais tournés. En 1991, il rencontre Peter Ross, qui croit beaucoup en son talent et l'engage comme scénariste pour une série de CBS, Palace Guard. Mais cette dernière est rapidement annulée. Ross change de chaîne et rejoint Fox comme directeur des programmes et engage à nouveau Carter. Ce dernier développe une idée qui lui tient à cœur, une version modernisée de la série des 70s, Kolchak, The Night Stalker, où un journaliste enquêtait sur des phénomènes paranormaux, mais décide que ses héros seraient un duo fortement inspiré de la série Chapeau melon et bottes de cuir et qu'ils travailleraient pour le FBI, très populaire en ce début des années 90 grâce au film multi-oscarisé de Jonathan Demme, Le silence des agneaux. Agent Starling, vous croyez pouvoir me disséquer avec ce petit instrument émoussé? Il y adjoint une ambiance paranoïaque, elle aussi héritée des années 70 et remis au goût du jour par le chef-d'œuvre d'Oliver Stone, JFK. L'organisation même de toute société, Monsieur Garrison, est basée sur la guerre. L'autorité de l'État sur son peuple réside dans sa puissance de guerre. Et complète son approche grâce à un article de John E. Mack précisant que plusieurs dizaines de milliers d'Américains sont persuadés d'avoir été enlevés par des extraterrestres. Et tout à coup, cette lumière est apparue. Elle m'a emporté sur le lieu des tests. Son projet, baptisé X-Files, est présenté à la chaîne en 1992, mais rejeté, retravaillé durant un an et finalement accepté grâce au soutien de Peter Ross. Le pilote est tourné en mars 93 et obtient des réactions très enthousiastes. Fox passe commande pour 13 épisodes, mais décide toutefois de diffuser la série le vendredi soir, qui est un jour traditionnellement délaissé par les téléspectateurs américains, du moins à cette époque-là. Les premiers épisodes obtiennent d'excellents scores d'audience et la série est conservée jusqu'à la fin de l'année, puis renouvelée pour une saison 2. Elle en comptera 9 de 1993 à 2002. Un long métrage cinéma sera produit entre les saisons 5 et 6, un autre suivra en 2008 et la série fera son comeback en 2016 avec une 10e saison de 6 épisodes, puis une autre de 10 épisodes en 2018. Devenu culte et ayant obtenu de nombreux prix, X-Files est la première série dont Chris Carter fut le showrunner et ce succès est dû notamment à son implication dans les moindres détails de la série, mais aussi au fait qu'il a dû s'entourer de personnes à la fois talentueuses et dévouées qui ont poussé ce programme vers des cimes rarement atteintes. J'avais un seul informateur et il s'est fait tuer l'an dernier. Au début de l'année 1996, alors qu'X-Files en est à sa 3e saison et connaît un succès phénoménal, la Fox donne carte blanche à Chris Carter pour lancer une nouvelle série. Exceptionnellement, son projet ne passera pas par la phase de test, sera diffusé dès la saison suivante et connaîtra au minimum 3 saisons. Le producteur propose alors Millennium. Autre série policière s'articulant autour de plusieurs influences, comme sa grande sœur, mais beaucoup plus sombre qu'X-Files et mettant cette fois en vedette un seul personnage, Frank Black, incarné par Lance Henriksen. Vous n'avez pas tué Pepper. Enfin, je ne le vois pas comme ça. Votre vision des choses, Monsieur Black, est juste. Elle parle de tueurs en série et de prophéties millénaristes, entre autres. Très occupé par la production de la saison 5 d'X-Files et par la post-production du long métrage prolongeant la série, il confie le showrunning de la saison 2 de Millennium à Glenn Morgan et James Wong. Au nom des puissances, des principautés, des trônes et dominations, je t'astreins à mon autorité. Reste là. Avant de revenir pour la saison 3. Ces changements se verront énormément dans le ton de la série et chaque saison est trop différente pour que les téléspectateurs souhaitent suivre. Millennium sera annulé après seulement 3 saisons et ne verra même pas l'an 2000 alors que son axe narratif principal tournait justement autour du passage au nouveau millénaire, d'où son nom. Durant tout ce temps, ma question n'était pas qui, ni comment, mais pourquoi. En 1999, Carter conçoit et produit une nouvelle série, Archrealm. Je n'ai jamais cru au destin, ni à la fatalité. Il y a tout ce qui laisse penser que notre vie est tracée d'avance. Comment le croire, alors qu'une décision prise en un éclair peut suffire à changer notre avenir? Mais les audiences ne sont pas au rendez-vous. De plus, la Fox est attaquée en justice par les créateurs du comics dont s'inspire la série et cela pousse encore plus la chaîne à annuler cette dernière. Seulement 9 épisodes seront produits et tournés. Chris Carter décide alors de revenir aux fondamentaux de son succès et produit une série dérivée d'X-Files centrée sur les acolytes paranoïaques de Mulder et particulièrement populaire auprès du public, The Lone Gunman, en 2001. Patriote 1 à Patriote 2 sommes en position. Les responsables en seront ses principaux lieutenants depuis la saison 3 d'X-Files, Vince Gilligan, John Shiban et Frank Spotnik.
Spotnitz. Le ton est léger et les épisodes enlevés, mais les 3 personnages principaux n'ont pas l'étoffe pour être des héros de série. Ils fonctionnent très bien en tant que personnages récurrents, mais pas en tant que vedettes. La série est annulée après 13 petits épisodes. Votre logiciel a été piraté. Je n'arrive plus à maîtriser le truc. Le Californien disparaît alors des radars télévisuels et réapparaît sur Amazon Prime Video en 2016 avec le pilote de la série The After après de longs mois d'attente. À l'époque, la stratégie de ce nouveau venu dans le monde du streaming était de diffuser plusieurs pilotes et de laisser choisir le public quant à ceux qui deviendraient des séries. Malheureusement pour son auteur, The After ne fera pas partie des heureux élus. Carter revient cependant une dernière fois à ce qui a fait son immense succès et qu'il n'a d'ailleurs jamais réitéré, X-Files. En effet, la Fox lui demande de produire 6 nouveaux épisodes de sa série culte. Ce gouvernement qui cache, qui stocke même la technologie extraterrestre depuis 70 ans, aux dépens de la vie humaine et de l'avenir de la planète, est poussé non seulement par la cupidité industrielle, mais aussi par un objectif plus noir. Cette saison 10 est un grand succès d'audience, mais reçoit des critiques mitigées. Une dernière salve de 10 épisodes diffusée en 2018 reçoit de meilleures critiques, mais le public a déserté. C'est à ce jour la dernière incursion de Chris Carter dans le monde des séries, et même s'il s'est lui-même perdu dans une surabondance de travail couplée à de mauvais choix, il a su, dès ses débuts, montrer aux scénaristes qui étaient sous son capitanat ce que devait être un showrunner et ce qui pouvait faire le succès ou au contraire le naufrage d'une série. Ne faites confiance à personne. Et ses proches collaborateurs ont majoritairement su en tirer les leçons. Lorsque la Fox a commandé 13 épisodes pour la série X-Files, Chris Carter a eu l'intelligence et l'instinct de s'entourer de 2 binômes de scénaristes qui deviendront des showrunners reconnus. Le premier d'entre eux est composé de Glenn Morgan et James Wong qui avaient auparavant œuvré sur la série 21 Jump Street notamment. Leur travail sur la saison 1 et la première partie de la saison 2 a été remarqué par la Fox et ils ont eu carte blanche pour créer leur propre série lors de la saison 1995-1996. Ils ont opté pour une série de science-fiction, Space 2063. Malheureusement, ce show se révèle très coûteux pour le network et les audiences sont décevantes. La série est donc annulée après une seule saison de 23 épisodes. Ils reviennent lors de la saison 4 d'X-Files pour produire 4 épisodes particulièrement marquants. J'ai de quoi vous tuer au moment où je le voudrais. C'est pas encore le jour. Avant de s'envoler pour le monde du cinéma et initier entre autres la franchise à succès Destination Finale. Le duo s'est séparé à la fin des années 2000 avant de se retrouver pour les dernières saisons d'X-Files. Entre-temps, James Wong a été l'un des artisans du succès de la série American Horror Story sous l'égide d'un autre showrunner staccanoviste, Ryan Murphy, le créateur de Nip Tuck, Glee, 911 et beaucoup d'autres séries. L'autre duo de scénaristes sur lequel s'est appuyé Chris Carter, c'est Howard Gordon et Alex Garza. Garza quitte la série dès la fin de la saison 1 car il est victime de surmenage mais revient quand même durant la saison 2 pour coécrire un épisode avec son complice car il le devait à la Fox par contrat. Gordon, lui, quitte les X-Files après 4 ans de bons et loyaux services, littéralement lessivé. Il obtient le lancement de sa propre série Strange World, mais cette dernière est annulée après 13 épisodes. Puis il devient le principal lieutenant de Joel Surnault et Bob Cochrane sur la série 24 avec Kiefer Sutherland. Ils ne vont pas accepter que je continue à travailler ici, je suis techniquement en état d'arrestation. Gordon s'en va après la saison 5 mais revient en tant que showrunner en lieu et place de ses anciens patrons. En 2011, il retrouve son vieux complice Alex Garza pour assurer le showrunning de la série Homeland. Ils resteront en poste jusqu'en 2015. Pour pallier au départ de ses meilleurs recrues de sa série X-Files, Chris Carter engage Frank Spotnitz et Vince Gilligan en fin de saison 2 et John Shiban en début de saison 3. Le trio sera showrunner de la série dérivée The Lone Gunman en plus de son travail sur X-Files. Vince Gilligan connaîtra un succès colossal avec la série Breaking Bad mais aussi son spin-off Better Call Saul dont il est le créateur et le showrunner. On a utilisé un autre procédé chimique mais elle est tout aussi pure. John Shiban sera d'ailleurs producteur sur la première après avoir œuvré sur la série Supernatural. Frank Spotnitz, quant à lui, sera le recréateur de la série Man in the High Castle en 2015. Il n'existe aucun profil type de showrunner. Tous sont très différents et adaptent leur manière de travailler à la nature de leur projet, la quantité de travail à fournir selon qu'ils travaillent sur une ou plusieurs séries en même temps et selon leur volonté de s'impliquer plus ou moins dans le processus de création de la série ou au contraire de déléguer à leur personne de confiance. Ils ont changé toute la fin. C'est absurde. Ils peuvent relire et corriger tous les scripts de chaque saison ou au contraire juste tracer les grandes lignes scénaristiques et laisser agir les autres producteurs de manière autonome. Ils peuvent se réserver les épisodes cruciaux comme ceux de début et de fin de saison et choisir de ne gérer que des épisodes ambitieux ou bien scénariser des épisodes dont le budget doit rester modeste. Ils peuvent rester simples scénaristes ou au contraire réaliser des épisodes. Bref, il n'existe quasiment aucune limite à leur attribution ni aucune bible précise. Seul compte le résultat, la réussite de la série dont ils ont la charge. C'est
moi qui ai négocié, Scully. Ils ne veulent voir que moi. Je n'ai pas confiance en vous. Vous ne pouvez faire confiance à personne d'autre. Parmi les showrunners les plus connus outre-Atlantique, citons par exemple Glenn Larson, le maître d'œuvre de Galactica, L'homme qui tombe à pic et K2000 pour ne citer que celle-là, Shonda Rhimes qui officie sur Grey's Anatomy et How to Get Away with Murder, David Chase pour Les Sopranos, David Simon pour The Corner, The Wire, The Deuce et Show Me a Hero, et l'un des plus occupés de tous, Dick Wolf, qui est forcément obligé de déléguer car il dirige ou a dirigé toutes les franchises Law & Order et Chicago, ainsi que de nombreux réalisateurs de cinéma qui ont apporté leurs pattes inimitables et instantanément reconnaissables à des produits télévisuels comme David Lynch sur Twin Peaks, David Fincher pour House of Cards et Mindhunter et Kevin Williamson pour Dawson, The Vampire Diaries, Following et The Stalker parmi tellement d'autres. Voilà, vous en savez à présent un peu plus sur les showrunners. Voilà le genre de personne à qui on a affaire. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé, à laisser des commentaires et à vous abonner pour soutenir la chaîne. A bientôt pour une nouvelle découverte, soyez curieux.